Bienvenue dans le podcast Parents Inspirants, parce que chaque parentalité est unique, parce que chaque épreuve, chaque surprise nous construit et nous fait grandir. À chaque épisode, découvrez des histoires de parents, leurs aventures, leurs galères, leurs rêves, les événements qui ont un jour changé le cours de leur vie. Même si, en France, un bébé naît prématuré toutes les 8 minutes, aucun parent ne peut être réellement préparé à l'épreuve de la prématurité. Mélanie témoigne aujourd'hui du choc qu'elle a vécu en découvrant le monde de la néonatologie. Une rencontre avec bébé loin d'être celle imaginée, la culpabilité, mais aussi l'épuisement. Elle nous raconte son histoire. Donc je m'appelle Mélanie, je suis professeure, j'ai 32 ans. Je suis maman d'une petite Ambre depuis le 15 mars 2021. Je suis originaire du Nord, pas du tout de la région du Sud, donc j'ai pas beaucoup de famille ici et je suis venue pour suivre mon mari qui est marin. Je suis avec mon mari depuis maintenant un certain temps et on n'était pas pressés, on s'est rencontrés assez jeunes, donc on a profité. Et au bout de 10 ans, un petit peu par hasard, on va dire, les choses de la vie, on s'est interrogé en juillet 2020 et on s'est dit qu'on allait se lancer dans le projet bébé. En étant pas pressés, on s'est dit on laisse venir et ça viendra ou pas. Et surprise, 2 semaines après, je me réveille avec la nausée. C'était pas encore mes règles, je devais les avoir 2-3 jours après. Et effectivement, directement, je pense à faire un test positif. État de sidération, 4h du matin dans mes toilettes. Et en y repensant, je me dis que ça annonçait déjà la couleur, puisque effectivement l'état de choc et la rapidité, c'est ce qui caractérise ma grossesse et ma fille. Test positif, je l'annonce à mon mari qui est content, mais c'est pareil, en fait, on est content, mais on a du mal à se réjouir parce qu'on est complètement surpris, choqué que ça arrive si vite. En fait, on s'y attendait absolument pas. Mais bon, on le prend, voilà, ça se passe, on est content, on fait ça tranquillement et on se dit en fait qu'on va le garder pour nous le premier trimestre. J'étais complètement terrorisée à l'idée de perdre ma fille le premier trimestre. Souvenir d'une gynéco qui m'avait fait une remarque en me disant avec mon poids, si un jour je tombais enceinte, j'aurais de la chance. Et si j'arrivais à le garder le premier trimestre, ce serait un miracle. Et donc un premier trimestre compliqué, beaucoup de nausées, voilà, presque tous les jours. La peur d'en parler, c'était assez compliqué. Voilà, j'étais pas bien, j'osais pas en parler, j'arrivais pas trop à le dire à beaucoup de monde. Et effectivement, voilà, un premier trimestre compliqué. Finalement, le premier trimestre se passe, les nausées s'espacent. On annonce la naissance, annonce prochaine de ma fille, donc à notre famille à l'occasion de notre mariage. Un mariage en petit comité qu'on avait décalé pour le Covid. Donc voilà, tout le monde est content, j'ai envie de dire, ça allait bien quand même, malgré les petits soucis du premier trimestre. On a fait le choix de pas connaître le sexe. On avait envie, surtout moi, j'avoue, j'avais envie vraiment de pas projeter d'idées sur le bébé, de la découvrir, le découvrir, et puis on verrait, on aviserait. Mon mari avait envie de savoir, mais je lui avais dit, écoute, peu importe ce qu'on choisit, on choisit à 2, et on le fait à 2. Et finalement, force de persuasion, du coup, on a choisi de pas connaître le sexe du bébé. Le deuxième trimestre, ça va un petit peu mieux au niveau des nausées, mais c'est quand même compliqué. J'avais beaucoup de migraines. En plus, on m'avait diagnostiqué assez tôt un diabète gestationnel, donc beaucoup de restrictions alimentaires. Alors heureusement, j'ai réussi à l'équilibrer jusqu'à la fin de ma grossesse et j'ai jamais eu besoin d'insuline ou autre, mais voilà, il fallait se piquer tous les jours. Ça donne tout de suite une particulée quand même à la grossesse. Il y a deuxième trimestre compliqué aussi au niveau du travail, parce que pour le coup, effectivement, je travaille dans un lycée et en fait, j'enseigne au 4e étage et c'est des petites choses, mais effectivement, malgré ma grossesse, on voulait pas me remettre au début le pass de l'ascenseur, on voulait pas me remettre les clés de l'étage. Donc en fait, il fallait que je descende les 4 étages pour ça. Mon papa a fait une forme grave du Covid, a été hospitalisé, donc beaucoup de stress. Et finalement, même si on va dire que, au niveau de la santé, ça allait mieux, c'est resté compliqué à d'autres niveaux. Beaucoup de stress, donc c'était pas forcément le plus simple.
troisième trimestre, finalement, qui a tout de suite pris une tournure, pareil, compliquée, puisque à l'échographie donc du troisième trimestre, alors que j'étais donc chez une sage-femme échographiste, je vois en fait qu'elle me dit ça va, vous sentez bien, j'ai dit oui, ça va, et en fait, à la fin, elle me dit écoutez, je vais quand même mesurer votre col, la sage-femme qui vous a prescrit l'échographie a dû oublier, je vais le faire quand même. Bon, d'accord. Et quand elle le mesure, elle me dit écoutez, là, c'est direction les urgences. Votre col s'est fortement raccourci. Et pendant l'échographie, j'ai vu que vous aviez des contractions. Donc là, un peu stupéfaite parce que je sentais absolument pas les contractions. Et du coup, me voilà départ pour l'hôpital. Donc l'hôpital, ils m'ont gardé 3 ou 4 jours. Eux, ils pensaient effectivement qu'en fait, c'était tout simplement le fait que ma fille avait déjà la tête en bas. Et que en fait je travaillais toujours, et donc la posture debout par mon métier expliquait en fait le rétrécissement du col. Donc ils ont hésité à me faire la piqûre pour la maturation des poumons, et finalement ils me l'ont pas fait, et on est juste parti sur des cachets pour en fait stopper les contractions. Avec les cachets, les contractions se sont espacées. Alors j'en avais quand même quelques-unes dans la journée, mais j'étais plus effectivement à contracter beaucoup, sachant que moi personnellement je les sentais vraiment toujours pas du tout. Donc on m'a laissé rentrer chez moi, mais comme j'avais toujours quelques petites contractions, on m'a dit écoutez, vraiment il va falloir partir sur un alitement assez strict, vraiment se lever pour le minimum, et j'avais de toute façon ma sage-femme qui passait déjà à cause du diabète gestationnel pour me faire des monitos assez réguliers. Donc là, me voilà partie chez moi, donc on me dit allez, il faut essayer de tenir jusqu'à 37, à minima 35, en général à partir de 35 ça va bien, ils ont plus rien, etc. Donc bon, allez, on se motive. Alors c'était compliqué franchement mentalement parce que j'avais déjà été alitée pour des soucis de santé un mois, j'allais dire, le corps m'obligeait à rester allongée. Là c'est vrai que j'ai trouvé ça très dur quand c'est juste le mental qui vous oblige à rester allongée. J'étais déçue parce que j'adorais mes élèves, mes classes, et donc c'est pareil, j'avais pas pu leur dire au revoir. Bon, ils m'avaient fait un petit cadeau avant de partir, mes terminales, mais voilà, je suis partie déjà un peu sur les chapeaux de roue, et puis en fait déçue aussi parce que je n'avais pas eu le temps de préparer la chambre, je devais la faire en fait les vacances qui arrivaient, donc tout de suite un peu branle-bas de combat, on l'avait pas du tout venir. Mon mari avait pas pu être là en plus pour l'échographie T3, il était pris par le travail, et donc on part directement un petit peu dans la catastrophe. Bon, finalement, j'arrive à rester allongée. Voilà, quelques semaines se passent, j'atteins les 35, donc super contente. Et en fait, c'est à partir de 35 plus 6 que tout change. Alors après, sur ma grossesse, quand même, c'est vrai qu'elle était compliquée, mais j'en garde pas que du négatif. J'avoue que j'avais quand même trouvé ça extraordinaire de porter la vie. Donc j'arrive quand même à avoir du positif. Et puis j'ai quand même eu la chance, comme à partir de 35... j'avais tenu jusqu'à 35, ma sage-femme m'avait dit écoutez, vous pouvez remarcher un tout petit peu, etc., commencer à rebouger un petit peu. Et donc j'ai pu faire des photos de grossesse, ce qui me tenait vraiment à cœur, pour quand même avoir un petit peu de positif de tout ça. Je sais pas si j'avais vraiment senti venir que j'allais accoucher en avance. En tout cas, je devais avoir rendez-vous chez l'anesthésiste le 16 mars et je l'ai décalé au 11 mars. Et puis le jour du 14, alors ça peut paraître idiot, mais toute la journée, en fait, j'ai embêté mon mari pour qu'il aille chercher la grosse valise à la cave, puisqu'en fait, j'avais fait ma valise de maternité, mais d'avoir été hospitalisée, j'avais vu qu'il manquait certaines choses, qui auraient été pratiques pour l'hôpital. Et donc, je l'ai embêté toute la journée pour va me chercher la valise, qu'on refasse la valise. Et en fait, on a fini la valise, du coup, le soir tard. On est allé se coucher. Il était 11h30, on s'embrasse, on éteint la lumière, et là, on entend POC. Et mon mari me dit, mais c'est quoi ça ? Et en fait, j'ai pas le temps de comprendre que je sens que l'eau coule, en fait, entre mes jambes. Bien sûr, on venait de refaire les draps. Donc, c'est tout. Je me dis, j'ai rompu la poche des os, il n'y a pas de doute. Mon mari commence à me dire, allez, on va y aller. Mais moi, en fait, pas du tout ayant conscience vraiment que j'allais accoucher. Je lui dis, mais non, la sage-femme m'a dit que quand ça se lançait, ça mettait du temps, donc on n'est pas pressé, t'excites pas, voilà, on a le temps, donc je vais prendre une douche, voilà, je me rhabille, là, ça me recoule à nouveau, donc je retourne sous la douche, voilà, vraiment, mais lui, voilà, il me dit on y va, bon, voyant qu'il est comme ça, je me dis on va pas chercher, parce que il va m'énerver, donc on y va directement. Et effectivement, en fait, quand on part, moi, persuadée, en fait, je me suis dit, en fait, je vais rester à l'hôpital et... j'avais juste l'impression, qu'on allait me garder encore pour tenir un peu, et pas du tout. Et en fait, au fur et à mesure, là, je commence à ressentir mes premières contractions, juste avant de partir.
Dans la voiture, en fait, je suis surprise parce que la deuxième contraction, elle est assez rapprochée. Et là, en fait, je me suis dit, j'ai pas le temps de récupérer. La sage-femme nous avait dit que c'était progressif. Voilà, je commence à me dire, c'est vraiment bizarre. Ça va vite, en fait. J'avais pas du tout venir, mais je suis encore j'ai pas du tout conscience que je vais accoucher. Je dis à mon mari, peut-être au plus tôt dans 2 jours. Voilà, pas du tout dans le. Et puis finalement, donc on arrive à la maternité. Voilà, le temps finalement de tout préparer, d'y arriver, etc. On arrive, donc il est 00h30. Je suis prise en charge tout de suite. J'ai bien percé la poche des os. Elle me fait l'examen. Elle me dit vous êtes déjà dilatée à 3. Donc ça va assez vite. Je me sens pas bien très rapidement. J'ai mal dans le dos. Je commence à vomir. Je suis vraiment très mal. Et donc j'ai des contractions déjà assez rapprochées. Elle me propose la péridurale. Donc j'accepte. La péridurale est assez longue à poser parce qu'en fait j'ai des contractions tellement rapprochées, puis je commence à lui dire je vais pas y arriver, je commence à vraiment être mal. Plus tard je sais que je saurais que j'étais dans la phase justement où on commence à paniquer absolument. Et donc j'ai eu de la chance quand même de tomber sur une élève sage-femme qui était là, et malgré le Covid, parce qu'on était en pleine période Covid, qui en fait, donc j'avais plus de masque parce que j'avais vomi, et en fait elle s'est collée à moi. Vraiment, elle m'a dit regardez-moi dans les yeux. Elle était vraiment, on était tête à tête, vraiment pour le coup collés. Et elle me dit allez, on se cale sur ma respiration parce qu'elle a senti que j'étais en train de perdre pied. Donc la péri est posée. Il faut rentrer mon mari. Et là, la sage-femme me dit quand même, c'est vrai que c'est très rapproché, donc on va refaire un examen. Et là, quand elle fait l'examen, elle me dit oui, vous êtes déjà à 10. Donc elle me dit, écoutez, on va laisser le temps que la péri agisse, que vous puissiez vous reposer, on va laisser le bébé descendre tranquillement et je reviens d'ici 1 heure maximum. Donc en fait, j'avoue que ce temps était bienvenu parce que j'étais tellement en fait en état de sidération que je pense que ça m'a permis un petit peu quand même de réaliser que j'allais accoucher ce soir. Donc on a eu un petit temps, on va dire, calme avec mon mari, ce qui m'a vraiment fait du bien, et je pense aussi qu'elle l'avait compris, la sage-femme, que j'étais pas... Voilà, donc c'est court, j'étais quand même... Mais effectivement, ça m'a laissé un petit temps. Au bout, effectivement, de un peu moins d'1 heure, donc je commençais à avoir à nouveau mal. Donc, je dis à mon mari de la rappeler. Et puis, en fait, là, elle est venue et elle me dit, oui, le bébé est engagé. Donc, on se lance dans la poussée. Donc, c'est parti. Ça se passe très vite. Ma fille naît sur la 2e poussée, sur la 2e contraction. Et... pareil, je me souviens un peu de notre choc avec mon mari quand elle nous dit attendez, c'est bon, elle sort. On était surpris. Elle sort. Le bébé sort parce qu'on savait pas le sexe. Et puis ils la mettent vers moi pour me montrer, pour qu'on découvre le sexe. On avait marqué ça dans notre projet de naissance, le découvrir, pas qu'ils nous le disent. Et en fait, pareil, je calcule pas. On me la montre, on me dit vous êtes content, et en fait je dis quoi, c'est une fille. J'étais complètement vraiment dans le gaz. Donc elle m'a dit oui, c'est une fille. Mais bon, ça paraît idiot de pas voir le sexe du bébé, mais ça montre un peu l'état dans lequel j'étais. Et puis on la pose sur moi, donc après, et en fait très vite elle me dit il y a un problème, elle respire pas bien, c'est pas grave, vous inquiétez pas, on va aller l'aspirer un petit peu, etc. Donc il me l'emmène. Bon, sur le coup, ça me choque pas plus que ça. Je suis persuadée en fait qu'on va juste l'aspirer 2 secondes, que on va me la ramener dans 5 minutes. J'ai pas trop conscience du temps en fait. En plus, bien sûr, l'autre sage-femme s'occupe de moi pour le placenta, pour tout ça en attendant. Finalement, c'est une pédiatre qui réapparaît avec 2 infirmières puéricultrices de néonat et qui me dit voilà, écoutez, votre fille, elle est en train de faire une détresse respiratoire. On l'emmène en néonat. Vous inquiétez pas, on vous tiendra au courant. Votre mari va venir avec elle. Bon, d'accord. Je capte pas trop. Vraiment, j'ai pas conscience de la gravité à ce moment-là. Et elle revient une 2e fois. Elle me dit écoutez, on a fait les examens. Elle a une maladie des membranes hyalines. Donc elle m'explique rapidement ce que c'est. Elle me dit elle fait une détresse respiratoire, elle ne respire pas bien, on va avoir besoin de l'intuber pour lui mettre du surfactant. Et si ça marche pas, il va falloir la transférer à Marseille. Alors là, j'avoue, je commence effectivement à me dire que oui, c'est grave. Parce qu'on parle de Marseille, j'étais pas du tout... vraiment, j'avais pas compris que c'était grave comme ça. Donc là, je commence un petit peu à comprendre la gravité des choses.
Mais bon, l'étudiante sage-femme qui s'occupait de moi avec la sage-femme essaie vraiment de me faire penser à autre chose. Donc bon, voilà, le temps passe finalement. Et très vite, la médecin revient et me dit bon, le surfactant a marché. Donc on peut la garder à Toulon, mais elle va avoir besoin d'une assistance respiratoire. Voilà, vous pouvez venir la voir après. On va déjà finir de s'occuper de vous. Bon, voilà. Donc, bon, j'ai du mal à comprendre, je sais pas, je suis encore dans un état second, j'ai du mal à réaliser que je viens d'accoucher, que c'est très compliqué, enfin voilà, je suis pas du tout en phase. Mon mari arrive, lui je vois qu'il a plus conscience de la gravité, il a plus réalisé un petit peu tout ce qui se passait, alors que moi j'ai l'impression en fait presque d'être en dehors de mon corps, enfin j'ai rien compris de ce qui vient de se passer, c'est assez sidérant. D'ailleurs, beaucoup de monde après m'a dit alors de pas savoir le sexe avant, quel effet ça fait, il paraît que c'est génial. Et en fait, mon mari, lui, en a un bon souvenir vraiment. Et moi, en fait, je trouve que c'est à l'image de mon accouchement, c'est-à-dire j'étais tellement en état de choc et j'avais tellement l'impression finalement de ne pas être dans mon corps presque, que ça m'a absolument, presque rien fait de découvrir que c'était une fille ou un garçon. Alors la chose qui m'a aidée par contre, c'est que je ne saurais pas l'expliquer. Les 2-3 semaines avant d'accoucher, j'étais persuadée, je sentais que c'était une fille. Et donc je disais, quand on a vu la photographe, je lui ai dit c'est une ambre, je le sens, c'est une petite ambre. Et ça m'a aidé à réaliser quand même que voilà, c'était bien elle, parce que quelque part je l'avais projetée. Donc après on m'a transférée dans ma chambre, on m'a recousu parce que j'avais pas mal de points. Et quand on m'a amenée dans la chambre, après on m'a emmenée en néonat. Alors j'ai de la chance. J'étais dans la chambre en fait accolée au service de néonat, donc c'était assez facile d'accès, donc j'ai pu y aller assez vite. Là, le choc. Donc j'avais vu ma fille finalement 2 secondes sur moi, mais pas le temps vraiment de la voir. En plus j'étais vraiment tellement dans un état particulier. Je la découvre en fait minuscule. Elle fait 2,6 kg quand même, donc ça paraît pas mal par rapport à certains prémas, mais en fait quand on n'a pas eu de bébé, déjà à 3 kg, j'imagine que c'est petit. Là, ça paraît encore plus petit. En plus, elle est grande, en fait. Elle fait déjà presque 48 cm. Donc, elle fait vraiment... c'est surprenant. Elle est tirée en longueur. Ça me fait cet effet-là, vraiment. Elle est couverte d'électrodes, de câbles. Elle a un cathéter sur la main. Et comme ils sont tout petits, en fait, ils emballent complètement la main. Elle a un énorme masque à oxygène. Et pour qu'il tienne, en fait, il y a une espèce de casque. Donc en fait, je la découvre, mais je la découvre pas parce qu'en fait, on voit pas son visage vraiment. Voilà, donc c'est un peu choquant. En plus, elle est en soins intensifs en néonat, donc il y a presque pas de luminosité pour les bébés prématurés. Donc ça, bon, après, je saurais pourquoi, on me l'explique, mais sur le coup, c'est une ambiance très particulière. Il y a beaucoup de câbles, beaucoup de bruit. Alors là, je découvre effectivement qu'en néonat, mais en fait, il y a énormément de sonneries puisque les bébés sont branchés. Il y a en fait tous les sons pour eux, les alarmes pour eux, mais aussi toutes les alarmes de tout le service en fait, pour qu'en cas de soin, en fait, les infirmières puissent intervenir pour les autres bébés. Et donc, effectivement, on rentre tout de suite dans un monde très particulier, très bruyant, avec un personnel par contre extraordinaire, qui est vraiment là, qui essaie vraiment de m'expliquer, et voilà. Donc quand même, c'était assez singulier comme expérience. Tout de suite la culpabilité. Je me dis, bon ben voilà, c'est moi. J'ai pas su la garder, j'ai peut-être trop fait, je me remets en cause énormément. Mais encore une fois, j'ai pas conscience non plus finalement de l'expérience dans laquelle je m'embarque. Après, c'est vrai que les pédiatres, en fait, me disent, mais je l'ai pas compris à ce moment-là, me disent, voilà, écoutez, chaque bébé préma a son propre rythme de développement, on va avancer au sien. Et donc on va avancer au sien, et puis en fonction, voilà. Mais peut-être que ça peut aller vite, peut-être que d'ici 2 jours, elle respirera de façon autonome, et après vous pourrez basculer dans l'unité kangourou, c'est-à-dire moins médicalisée en fait de l'hôpital. Donc en fait, je sais pas, dans ma tête, je me dis, bon bah c'est bon, on va vite rentrer. Pas du tout conscience de ce qui se passe. Ce qui m'a aidé à déculpabiliser, c'est que le lendemain en fait de la naissance d'Ambre, il y avait une petite fille qui est arrivée dans les soins intensifs de néonat, dans la même pièce. Et c'était un bébé presque à 4 kilos. Donc je me suis dit, en fait, oui, c'est pas lié qu'à toi. Il y a des bébés qui peuvent avoir des soucis, peu importe. Voilà, donc ça m'a un peu aidée. Donc pendant 3 jours, j'étais moi hospitalisée en maternité. Mais bon, maternité, en fait, je partais très tôt le matin et j'allais directement dans la chambre à côté. Je passais ma journée avec ma fille. Alors c'est vrai que
En y repensant, on se met tout de suite en fait en mode guerrière, c'est-à-dire tout de suite c'était que ma fille. Je me suis vraiment un peu négligée, j'avais une très grosse déchirure. Et puis ça c'était dur aussi parce que du coup dans les soins intensifs on n'a qu'un fauteuil. Donc j'avais 10 points. 10 points et passer les journées assis, c'était compliqué. En plus, la seule chose que je pouvais faire avec ma fille c'était du pot à pot. Donc très vite ça ils nous l'ont proposé. Mais comme c'est des petits bébés préma qui sont, c'est compliqué, lorsqu'on les déplace en fait c'est pour longtemps. Donc ça voulait dire en fait... c'est déjà pas nous, au début on peut pas, c'est eux qui les mettent sur nous, etc. Et c'est vraiment pour plusieurs heures. Donc ça c'est pareil. Donc je l'ai fait et je regrette pas, mais c'était dur. Physiquement j'avais mal, c'était compliqué. On est dans le fauteuil, on manque d'intimité. Il y avait pas assez de fauteuil en fait, puisqu'on était finalement 4 parents dans la pièce. Donc c'était quand même déjà singulier comme expérience. La néonate, après, ce qui m'a marqué, c'est que en fait, c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est médicalisé. Finalement, ma fille, les premiers jours, je lui faisais quasiment rien. Changer la couche, c'est pas nous. Il y a trop de filles, il y a trop de choses. On les manipule quasiment pas. Bon, ils les mettent un peu sur nous, en pot à pot. C'est pareil, elle ouvrait pas les yeux, en fait, les premiers jours. J'avais quasiment pas vu son visage. Et puis, je me souviens d'ailleurs que, je crois que c'est le lendemain de sa naissance, ils lui ont retiré un petit peu son masque à oxygène pour les soins. Et je l'ai découverte en fait sans le masque. Donc première fois que je la voyais. Et c'est pareil, là le choc, je me dis oh là là, elle est pas belle. Parce qu'en fait, le masque en fait, il est fixé de partout et donc en fait il leur déforme un peu le visage. Donc ça m'a choqué aussi ça. Je me suis dit oh là là, je la découvre enfin et en fait elle est déformée par les masques qui tirent, ce qu'ils sont obligés de faire tout un système pour que ça soit fixé sur leur visage, etc. Donc ça aussi c'était un peu difficile. Il n'y a presque pas de soins. On a du mal à prendre la place de parents parce que... il y a beaucoup de soins pour le bébé, mais nous, en fait, on ne fait pas les choses que les parents ordinaires font. Voilà. Donner le biberon, etc. Il n'y a pas de biberon, en fait, par exemple. Il n'y a pas de biberon, en fait. Elle était nourrie par sonde. Donc, on ne fait pas tous les gestes du quotidien. Au début, c'est le personnel soignant. Alors après, ils essaient très vite, honnêtement, de nous intégrer pour qu'on en fasse petit à petit. Mais on est aussi intimidé. Alors je pense que tout parent qui vient d'avoir un bébé est intimidé par le poids, ça paraît fragile, on ne sait pas faire, etc. Là, il y a un côté vraiment aussi encore plus difficile, justement, autour de tout ça. Il y a beaucoup de filles, il y a beaucoup de câbles, on ne sait pas. On panique aussi des fois, parce que des fois, ça s'enflamme. C'est-à-dire que l'alarme se met à sonner, elle est en descente, on est un peu complètement... on est là, mais on ne se sent pas vraiment acteur... On a du mal vraiment à prendre notre rôle de parent, même si effectivement l'équipe médicale fait tout pour nous intégrer. Le personnel soignant était globalement franchement très présent. Les infirmières en néonat, elles sont là pour s'occuper du bébé, mais en fait elles s'occupent aussi des parents. Elles sont vraiment gentilles, attentionnées. En maternité, globalement, elles sont toutes aussi très bien. J'ai juste eu je me souviens qu'il y a une sage-femme qui a vraiment une parole, moi, que j'ai trouvée très violente. C'est qu'en fait un matin, donc j'attendais en fait pour les soins, pour tout ça, et elle n'est pas passée. Puis moi j'en avais marre, 9h, j'ai dit tant pis, je vais voir ma fille. Et quand je suis retournée, il y avait un mot donc laissé pour me dire qu'absolument que quand je revenais, il fallait que je sonne pour qu'elle vienne me voir. Et quand elle vient me voir, elle me dit vous étiez pas là ce matin? Je lui dis non, je vous attends jusqu'à 9h, mais moi je voulais voir ma fille. Et là elle me dit ouais mais moi les parents des enfants elle me dit les parents qui ont des bébés en néonat, moi, c'est à la fin, c'est les derniers, quoi. J'ai trouvé ça violent, en fait. Je me sentais vraiment... j'ai trouvé ça... alors, je pense qu'elle c'était pas... elle était peut-être fatiguée, je sais pas. Mais j'ai trouvé ça violent. Je me suis encore une fois sentie vraiment... pas à ma place. Je trouvais déjà ça dur à vivre, la néonate. Et globalement, c'était un petit peu délicat. Au bout de 3 jours, donc, on m'a fait sortir de néonate. Ma fille, elle est passée dans une chambre classique, elle était plus dans les salles de soins intensifs, donc de néonat. Alors à Toulon, la chance qu'on a, c'est qu'en fait, il y a des lits, donc on peut dormir avec. Donc tout de suite, je me suis même pas posé la question, j'ai juste changé mes affaires de chambre. En fait, je passais de la chambre de la mater à directement dans la chambre de ma fille. Alors c'est pas aussi adapté, c'est pas luxueux. C'est vrai que ça aussi, en fait, on se met en stand-by parce que y a une douche commune pour les parents de néonat, il y a des toilettes communes, on est en soins, c'est pas facile. C'est un rythme hyper particulier, mais je suis restée. J'aurais pas pu en fait. Il fallait que je reste, fallait que je sois là. J'arrivais pas à la lâcher. Il fallait que je reste avec elle. Mais c'est vrai que c'était hyper compliqué. Les bruits, les sons. En fait, on n'a jamais de calme. Toutes les alarmes, tout le temps.
La lumière est jamais complètement éteinte du couloir. Il y a énormément de passages. On est hyper sollicité. Alors c'est super, hein, mais il y a les infirmières puéricultrices, il y a les auxiliaires, il y a ceux qui passent pour le ménage, les aides-soignants passent pour le ménage. Il y a la tournée des pédiatres, il y a les psychomotes, il y a la psychiatre du service. Bon, il y a beaucoup de choses. C'est bien, mais c'est aussi très dur. Et je trouvais que j'étais sursollicitée. Pas finalement de temps pour un petit peu aussi être dans sa bulle tant que ça. Donc ça aussi, c'était compliqué à vivre. En néonat, normalement, on peut avoir quelques visites de proches. Les parents, les frères et sœurs des enfants. Donc nous, c'était notre première, donc pas de problème. Mes parents sont là, mais de toute façon, on ne pouvait pas venir parce qu'on était... à nouveau en confinement, il y avait des restrictions pour sortir à Covid, etc. Donc ça a été dur. L'avantage, je dirais quand même, c'est qu'il y avait une assez belle sororité, notamment avec les mamans et aussi les autres parents en néonat. En fait, très vite, mais en fait, on sait ce qu'on vit. Ça crée une solidarité, il y a une salle des parents. Donc on évacue un petit peu, on se dit un petit peu nos soucis, ça fait du bien, ça fait voir autre chose 5 minutes dans la journée. Parce que c'est vrai que ce qui m'a marqué de la néonate, c'est l'impression finalement que le temps s'arrête. Le jour, la nuit, on le voit pas, puisque en fait, quasiment, il y a presque pas de lumière en néonate. Les fenêtres, les volets sont à moitié baissés pour avoir une ambiance tamisée pour les bébés prématurés. Donc finalement, il n'y a pas de visite, voilà. Je trouve que le rythme disparaît, on est vraiment absorbé, avalé par quelque chose dont finalement on ne sort pas. On est enfermé en néonate. Alors bien sûr, on peut sortir, mais en fait, on n'y arrive pas. On a besoin de rester auprès de son enfant. Alors mon mari, il venait quasiment tout le temps, en fait, hein, vraiment. Le seul truc, c'est qu'en fait... il a eu c'était 3 jours de congé paternité, tout de suite la congé naissance. En fait, il avait son congé paternité, mais le problème c'est que là, il est dans l'armée et l'armée ne reconnaissait pas encore le congé supplémentaire d'hospitalisation. Donc en fait, il a dû poser quelques jours de congé. Il a essayé de bidouiller pour venir. C'était compliqué. Il était très présent, mais effectivement, il pouvait pas être là tout le temps. Et puis en plus, c'est vrai que la famille, en fait, se rend pas forcément compte, et les amis au sens large. Hein. Mais on avait par exemple des gens qui se sont mis à nous envoyer des colis de naissance, des choses comme ça. Donc c'est super, mais en fait, on était déjà absorbés par la néonate, et finalement, il fallait courir à la poste, courir au relais colis. C'était compliqué aussi, à gérer. Voilà, il était là, il venait tous les jours, on se relayait, il la prenait en peau à peau en général quand il arrivait directement pour aussi que je puisse essayer de dormir, parce que finalement, on a des nuits entrecoupées, parce qu'en plus, on commence à donner le biberon. Donc, puisque au moins, elle n'avait pas de soucis, effectivement, au niveau déglutition, donc elle a réussi assez vite à se nourrir seule, donc on pouvait lui donner les biberons, mais du coup, comme tout parent, on donne les biberons tous les 4 heures, puis avec le rythme de la néonate, donc il prenait le relais, il essayait d'être là au maximum, mais c'était compliqué parce qu'il n'avait pas effectivement tous ses jours avec moi. Donc après, je dirais que ce qui a été difficile aussi à vivre en néonate, c'était du côté de la famille et des proches, c'est-à-dire que, alors, mes parents, ma sœur étaient super, etc., mais il y en a certains, alors c'est au contraire, je dirais c'est de la bienveillance, mais qui en fait me sursollicitaient, m'envoyaient des messages tout le temps, alors, et qu'est-ce qui se passe, et où ça en est, etc. Et en fait, j'avais pas le temps. Voilà, j'étais tellement concentrée sur ma fille, bloquée aussi, parce que quand on fait du pot à pot, on bouge pas. Donc c'était dur, en fait. J'ai fini à un moment, j'ai dit stop, quoi, à certains. Alors ça peut paraître violent, mais en fait, c'était pas ma priorité de leur répondre. J'étais dans autre chose. J'étais déjà sursollicitée. Il y en a qui m'ont beaucoup sollicité pour avoir des photos aussi. Mais ils comprenaient pas qu'en fait, pour moi, c'était pas possible. J'avais pas envie d'envoyer ces photos de ma fille, que je trouvais violente en elle-même. Elle était pas très belle, elle était couverte de câbles, d'électrodes, etc. Et je voulais pas que finalement les gens on voit cette image, Je voulais qu'elle soit belle, envoyer une belle photo comme tout le monde en fait. Une belle première photo et pas une photo avec un bébé rempli de câbles. Donc la seule personne à qui j'ai envoyé des photos, c'est ma mère et ma sœur, quasiment. Ce qui a été très dur à vivre en néonate, c'était en fait l'incertitude, le fait de pas savoir. C'est-à-dire que c'est pas
comme une maladie qu'on t'annonce, on va dire voilà, en général on met 15 jours à se remettre. En fait, on sait jamais. Tous les jours, ils te disent, en fait, ça dépend d'elle, ça dépend de comment elle évolue. Et en fait, c'est parfois démoralisant parce qu'on n'en voit pas la fin. On a l'impression que ça va jamais s'arrêter. Elle avait du mal à respirer. Ils ont essayé une fois ou deux de la couper en fait d'oxygène pour voir si elle arrivait à se sevrer naturellement. Donc au début, parfois, on y croit parce que c'est positif. Et puis après, d'un coup, elle se met à désaturer. Et là, il y a ton cœur de maman qui lâche, quoi. Quand tu vois ton bébé qui n'arrive plus à respirer, ils arrivent, ils remettent d'oxygène. Donc c'est démoralisant. On a l'impression qu'on n'en sortira jamais. On n'a pas de logique, en fait. Chaque bébé évolue différemment. Ma fille, c'était l'une des moins prématurées du service. Et en fait, paradoxalement, c'est l'une de celles qui a eu le plus besoin longtemps d'oxygène. Voilà, les autres bébés restaient pour d'autres soucis. Et elle, en fait, elle n'arrivait pas à se passer d'oxygène. Et ça, c'était difficile, en fait, de ne pas savoir, de ne pas avoir de faim, d'attendre. Vraiment d'être dans l'inconnu, en fait. J'avais aussi une forme de culpabilité vis-à-vis des autres parents, en fait. C'est bizarre à dire. Mais en fait, on s'entendait bien. Mais en fait, je trouve que finalement, ce qui est dur en néonat, c'est qu'on a du mal à expliquer aussi, à sortir nos émotions. Parce qu'on est en mode combat pour le bébé. Parce que vis-à-vis des autres parents, on est toujours à se dire non, mais elle est moins prématurée, elle est moins ci, elle est moins ça. Enfin, c'est bête, on n'est pas du tout en rivalité. Mais finalement, on garde beaucoup nos émotions, en fait. On n'a pas le temps avec les autres. Et ça, finalement, je trouve qu'on le paye à la sortie de la néonate. Parce qu'on s'est mis en mode guerrière. On est là pour le bébé. Et ça finit par nous rattraper, en fait, après. Par exemple, moi, en néonate, il y avait une psy qui passait pour discuter avec nous, les parents, etc. Bon, c'était pas inutile, hein. Mais finalement, j'avais pas grand-chose à lui dire. Je me disais même, pourquoi elle vient ? Enfin, moi, ça va. Et finalement, c'est après, à la sortie de la néonate, où là, vraiment, j'ai eu besoin d'un suivi psy parce que c'était compliqué. J'avais beaucoup de choses à encaisser. Beaucoup de regrets. Faire le deuil faire le deuil de la fin de grossesse qu'on n'a pas eue. Faire le deuil de la rencontre rêvée. Voilà, intégrer. J'ai souvent d'ailleurs, pendant plus d'1 an, j'ai utilisé l'expression de rencontre ratée avec ma fille. Parce que effectivement, je l'avais rencontrée, c'était très loin de ce que j'imaginais. Alors ce qui est original, parce qu'en fait, je pensais te préparer à tout, j'étais pas du tout fermée. Enfin, je vois des amis qui balisent à fond sur la césarienne, sur ci, sur ça. Moi, je m'en moquais en fait. Je me disais, bon, peu importe, ça se passera. Mais en fait, j'avais pas du tout vu, par contre, l'après. Voilà. Finalement, je pensais, bon, peu importe l'accouchement. D'ailleurs, j'avais pas anticipé, j'avais jamais imaginé que ça pourrait se passer comme ça. Et donc ça aussi, ça a été dur à encaisser. J'avais l'impression d'être préparée à tout, mais en fait, pas à la prématurité. On nous en parle un petit peu. Mais en fait, je pense qu'ils veulent pas faire peur. Je pense que c'est vrai, c'est une minorité, en fait, encore une fois. Mais du coup, en fait, j'étais préparée à tout, sauf à ça. Et puis même, paradoxalement, si ma grossesse était compliquée, ça m'est jamais venu à l'idée que mon bébé irait mal. Et ça aussi, en fait, je l'ai mal vécu. Je me disais, j'aurais préféré que ce soit moi qui ai des soucis. Ça aussi, c'était compliqué. J'étais absolument pas préparée à ça. Et alors, je pense pas qu'on puisse vraiment s'y préparer au final. Et même moi, maintenant, je vois, c'est délicat avec mes amies, par exemple, quand elles sont enceintes. Il y a une part de moi qui a envie de leur dire quand même, pense-y au cas où. Et en même temps, j'ai pas envie de leur faire peur et je leur souhaite absolument pas. Et d'ailleurs, ça aussi, c'est dur. Parce que je suis quelqu'un de positif, je suis quelqu'un d'enjoué pour mes amis. Et j'ai ressenti parfois, vous savez, quand votre ami, vous avez une amie, une connaissance qui accouche et tout s'est bien passé. C'est pour ça aussi, ça aussi c'est bête. Mais j'avais presque de la jalousie. Me dire, mais en fait, pourquoi moi ? Pourquoi ça m'est arrivé à moi ? Ça arrive à quasiment personne, finalement. Alors bon, il y a des statistiques, d'accord, mais c'est vrai que dans mon entourage, finalement, très peu de gens. Il y a une très bonne amie, à moi. Quelqu'un qui a été d'un soutien énorme, parce qu'en plus, forcément, elle est passée par la néonate, et ça aussi, ça m'a fait du bien. Mais c'est vrai qu'on a du mal à comprendre et c'est compliqué en fait à gérer. Pourquoi nous ? Enfin, c'est très compliqué. Les gens en fait aussi, quand vous sortez, donc sont bienveillants, mais en fait par bienveillance sont violents. C'est-à-dire que moi, par exemple, on me dit souvent non, mais c'est bon maintenant, ça va, elle va bien. Voilà, en gros. Enfin, et en fait, je trouvais cette phrase très très violente. J'avais l'impression que c'était une injonction à se taire. En gros, voilà, c'est fini, allez, passe à autre chose. Sauf qu'en fait, j'arrivais pas à passer à autre chose. Je tournais en boucle sur ça. C'était hyper compliqué, ça m'a rattrapée, j'arrivais pas à faire le deuil de la fin de grossesse. C'était vraiment très très compliqué à la sortie, toutes ces phrases en fait. Après, en fait, presque 2 semaines et demie, donc elle a réussi en fait à quitter l'oxygène. Voilà. Donc en fait, la chance qu'on a eue, alors elle était finalement moyenne prématurée, ma fille. Elle est née à 35+6, donc c'est pas mal. Mais en fait,
Elle avait une grosse prématurité des poumons, en fait, pas du tout en adéquation avec, on va dire, son stade. Donc à tel point qu'ils lui ont fait d'autres examens pour vérifier finalement, parce qu'en fait elle avait une prématurité des poumons qui correspondait pas à son âge. Donc finalement tout le reste allait, et ça heureusement pour nous, puisque finalement dès que la capacité respiratoire s'est mise en place, on a pu très vite sortir. Une fois qu'elle a été sevrée de l'oxygène, ils vous gardent en observation 24 à 48 heures pour voir qu'il n'y a pas à nouveau de désaturation. Et puis aussi pour nous préparer. C'est-à-dire que les dernières 24 heures, ils mettent plus tous les câbles, etc. Parce que c'est vrai qu'en fait... moi, je devenais dingue. C'est-à-dire que je finissais mes journées rivées sur l'écran, à regarder son oxygène, à stresser dès que ça baissait un petit peu. On en devient complètement dingue. Et je pense qu'en fait, je pense qu'ils nous préparent aussi à la sortie parce qu'ils sentent bien qu'on est dans un état où, en fait, on a été hyper entouré, hyper médicalisé, on est passé en mode survie, vraiment à des instincts protecteurs autour de notre fille. Et en fait, je pense qu'effectivement, rentrer comme ça, c'est dur. Déjà, 24 heures, moi, c'était dur. Hein. Quand elle a éteint ça paraît fou, mais parce que j'avais qu'une envie, c'était de sortir. Mais quand elle a éteint la machine avec sa saturation, sa respiration, c'était très dur. J'avais l'impression de perdre le contrôle. Et je me disais, purée, si elle fait à nouveau une désaturation, on va pas le voir. Enfin, j'étais complètement en panique. Donc, ça a été compliqué. Donc le retour à la maison, mais un bonheur immense parce que, en fait, c'est très dur la néonate. Vraiment, je trouve ça très dur. J'avais besoin de retourner chez moi, j'avais besoin de retrouver mes repères, retrouver du confort, ma douche, mon lit, un vrai lit, d'avoir du noir, plus toutes ces alarmes. Voilà, la nuit, et en même temps, j'étais en état d'hyper-vigilance. Moi qui suis pas quelqu'un de nature stressée, en général, je suis plutôt à la cool et j'étais pas plus angoissée que ça sur l'avenir. Là, j'étais en état d'hyper-vigilance. Je surveillais vraiment sa respiration, j'avais une trouille bleue, elle dormait à côté de moi, elle était toujours sur moi, j'étais beaucoup en écharpe, j'étais en état d'hyper-vigilance constante. C'était vraiment dur, j'avais du mal, vraiment j'avais peur, je me disais s'il se passe un truc, est-ce qu'elle va... Et puis j'arrêtais pas de me poser des questions, est-ce qu'elle va avoir des séquelles, est-ce qu'elle a du retard, c'était vraiment compliqué. L'après m'a mis dans un état... de stress, moi qui ne suis pas comme ça, là pour le coup j'étais vraiment très 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 inquiète. Donc il a vraiment fallu que je prenne sur moi pour réussir à dépasser ça, grâce aussi au soutien, et puis aussi grâce en fait à un petit suivi en fait de néonate. Donc suivi, bien sûr, il y a le suivi pédiatre habituel, et puis elle a été suivie par une psychomote les premiers mois de sa vie aussi, en lien avec le service de néonate. Elle était revue par le service de néonate. Et ça aussi, ça m'aidait, en fait, ça me réconfortait, en fait, quand on me disait, mais non, vous voyez, elle a presque plus de retard. Et effectivement, la psychomote, elle l'a suivie jusqu'à la fin de l'été. Puis en fin d'été, elle m'a dit, écoutez, maintenant, pour moi, elle est dans son âge, en fait, il n'y a plus de retard de croissance. Donc à la fois, j'étais contente, pareil, ça fait du bien, parce qu'on est tellement dans le hyper-médicalisé aussi, qu'il arrive un moment, on sature de tous les rendez-vous médicaux. Mais en même temps, ça m'a fait peur aussi de sauter dans le grand vide et de me dire mais s'il y a un nouveau retard, s'il y a un nouveau problème, il n'y a plus personne qui va... donc un petit peu compliqué. Puis quand l'hiver est arrivé, j'étais stressée comme tout, la bronchiolite, etc., avec sa fragilité pulmonaire. On m'avait dit attention, ça peut être grave, etc. Donc c'est vrai que c'était compliqué et ça m'a mis dans un état de stress quand même, d'inquiétude très rapide avec elle, que j'essaie encore aujourd'hui qui s'est estompé, mais pas complètement. Je reconnais que j'ai vite peur en fait. Pourtant, maintenant, elle est plus du tout en retard. Au contraire, elle est même au sommet de la courbe de croissance. Voilà, c'est une petite fille qui est tombée à 2,3 kg, donc un néonate. Et puis aujourd'hui, maintenant, elle est au summum de la courbe de croissance. En taille, en hauteur, elle est très grande pour son âge. Elle n'a aucun retard. Elle a marché finalement assez vite, comme les autres, j'ai envie de dire. Vers 13 mois, elle marchait déjà, donc pas de retard. Mais ouais, ça a été dur de lâcher, en fait, sur tout ça. C'est vrai que finalement, effectivement, la néonate, c'était assez court, 2 semaines et demie, quand j'y repense. Mais moi, ça m'a paru une éternité, vraiment. Et c'est vrai que finalement, j'ai l'impression de ne pas avoir quitté la néonate. C'est un sentiment assez étrange. Mais finalement, quand je suis sortie, en bras les mieux. Et je dirais que c'est là un peu que pour moi, tout c'est un petit peu... Le château de cartes s'est effondré. Il fallait se confronter à la réalité. Il y avait le Covid, et donc les visites étaient un petit peu plus difficiles. En plus, je suis sortie, ironie du sort, confinement. Donc j'avais déjà préparé le confinement en néonate.
Et finalement, à nouveau, pas trop de visites. Donc, ce qui fait d'ailleurs que mes parents ont rencontré ma fille, elle avait 2 mois. Donc, ça a été aussi dur à vivre, en fait, cette solitude. Là, tout s'est effondré parce qu'en fait, je revoyais en boucle la naissance. J'arrivais pas à passer sur la fin de grossesse que j'avais pas vécue. J'arrivais pas à passer sur... Je regrettais pareil mon accouchement. J'ai l'impression de l'avoir vécu, mais finalement, d'à côté, d'avoir regardé à côté. Et c'était dur. J'arrêtais pas de tourner sur cette rencontre ratée. C'était dur. En plus, j'avais l'impression de m'être mise vraiment en stand-by. Enfin, je me suis mise en stand-by. Et finalement, j'avais les douleurs. J'avais un peu l'après à gérer. J'avais l'impression aussi de démarrer la maternité, en fait, fatiguée. C'est-à-dire que j'avais l'impression de démarrer avec un handicap. C'est-à-dire que là où finalement, bien sûr, c'est déjà dur, puisque les bébés se réveillent la nuit, etc. Mais moi, j'avais l'impression de partir avec mon boulet de la néonate. J'arrivais, j'étais déjà à bout de souffle. Parce que même si mon mari était là, en fait, j'avais très, très, très peu dormi en néonate. Je faisais tous les biberons parce que il pouvait pas rester la nuit. Enfin, il aurait pu, ils peuvent s'adapter en néonate, mais là, pour le coup, comme il travaillait certaines matinées, etc., donc c'était pas possible. Et en fait, j'étais déjà, finalement, je suis sortie néonate, j'avais fait 3 semaines de nuit, très peu dormir, puisque, pareil, le matin, j'allais dire, je m'endormissais, entre guillemets, vers minuit, après le dernier biberon du soir. À 6h, j'allais vite à la salle de bain commune pour me préparer. Puis, il y avait les biberons entre-temps. Enfin, je dormais quasiment pas, en fait. Et donc... j'ai vraiment aussi eu l'impression de démarrer très 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 fatiguée de l'accouchement, de la néonate, et puis vraiment épuisée moralement. C'était dur, j'avais du mal à me remettre de tout ça. Je pense que toutes les mères qui viennent d'accoucher tournent un peu dans leur bulle de naissance, l'accouchement. Et moi j'y tournais, mais dans le sens négatif. Je passais à côté de tout. Tout de suite aussi, par exemple, ça a interrogé mon rapport au 2e enfant. Il y a une part de moi qui s'est dit, mais plus jamais. Plus jamais, c'était trop dur, c'était trop violent, la grossesse était compliquée. Je peux pas, mon cœur ne tiendra pas à revivre une naissance comme ça. Et en même temps, paradoxalement, parce que c'est bizarre, peut-être parce qu'on vient d'accoucher, j'ai eu tout de suite aussi un espèce d'appel en me disant, d'un côté, je rêve en fait d'une belle grossesse, je rêve d'un bel accouchement, je rêve en fait d'être ces mères qui, à la fin du 9e mois, me disent, j'en peux plus, j'ai envie d'accoucher. Enfin, je rêve de ça, mais c'est compliqué. Ça, je sais qu'aujourd'hui, ma fille va bientôt avoir 2 ans. Je suis encore dans une espèce de... je suis un peu... je sais que la néonate me marque encore et trouble ma vision sur le 2e enfant. Je ne sais toujours pas si j'en veux. Bon, bien sûr, il y a d'autres éléments à prendre en compte. Mais ce qui est clair, c'est vraiment la néonate. Et je sais que vraiment, si je me lançais un jour dans ce parcours, il va me falloir un vrai suivi. Parce que la réalité, c'est que ça peut se repasser comme ça. Et ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué à vivre. Alors après, je sais qu'on est bien entouré, mais vraiment, ça a changé mon rapport à la maternité, à l'idée d'en avoir un 2e. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut retravailler, quoi. Mon mari, il a pas si mal vécu, en fait, tout ça. Alors attention, bien sûr, ça a été dur un peu pour lui aussi. Je pense que il s'est senti un petit peu, en plus, avec son travail et tout, je pense qu'il a senti que, il aurait aimé être encore plus présent qu'il n'était. Mais en fait, il l'a pas vécu comme moi. Disons que je pense qu'il a pas eu la culpabilité, des choses que moi j'ai eu tout de suite. Je suis une mauvaise mère, j'ai pas réussi à la porter, etc. Lui, il a pas eu ce regard. Je pense qu'il n'a pas mesuré non plus la douleur que ça m'a infligée, le fait que je tournais en boucle. Je pense qu'au début, il n'a pas mesuré. Il a vraiment fallu que je lui dise je le vis très mal, en fait. Parce que pour lui, finalement, ça s'était passé comme ça. C'était dur sur le coup, mais après, peut-être aussi parce qu'un homme, forcément, ne fantasme pas aussi sur un accouchement. Je veux dire, c'est le fait de la femme, on va se dire les choses. Donc, en fait, c'est vrai que pour lui, ça a été... dur sur le coup, mais il n'a pas eu ce problème pour s'en remettre, en fait. On ne sait pas du tout, il y a plein de critères à prendre en compte si on veut un 2e enfant, mais ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, la néonate, c'est pas le critère qui le bloquerait, quoi. Voilà. Lui, c'est pas la prématurité qui le bloquerait sur ce... Après, à voir, quoi. Mais c'est vrai que, c'était assez compliqué, l'après. Pourtant, le lien avec ma fille s'est construit très rapidement. Je me souviens, elle devait avoir 2-3 jours en néonate. Je l'ai eu sur moi, je me suis mise à pleurer tellement j'en sentais d'amour. Ça m'a marqué. Mais c'est vrai que j'ai pas eu dans les quelques premières minutes, parce que les premières minutes, j'étais en état de sidération. Ma fille aujourd'hui, donc, elle est beaucoup plus grande.
Elle a... pardon. Donc, elle est quand même assez grande et le lien est très fort avec elle. Je l'adore. Franchement, j'en suis proche. C'est une petite fille extraordinaire, très belle. On est très soudés parce que comme son papa est marin, il est parfois absent et donc forcément c'est moi qui gère le plus puisqu'on n'a pas énormément de relais. J'ai ma sœur quand même qui est vraiment là quand même. Mais voilà, le lien est beau, là-dessus je regrette pas. Et puis je sais pas si ça y fait. Peut-être que parce qu'elle a senti avec tout ce qui s'était passé, je dirais que c'est une enfant très très facile à vivre. Elle a fait rapidement ses nuits. Voilà, 3-4 mois, elle faisait ses nuits. Elle est calme, elle est câline, elle est adorable en fait. Voilà, peut-être qu'ils sentent que c'était compliqué, mais en tout cas, elle est vraiment adorable. Si j'ai un message à faire passer aux parents qui ont vécu un petit peu une expérience plus ou moins similaire, la néonate ou ce genre de choses, j'ai envie de leur dire déjà qu'on en voit le bout. Voilà, quand on est dedans, on est sollicité, on a l'impression que ça ne finira jamais. On est dans une dynamique prenante, assez incroyable. Et en fait, j'ai envie de leur dire que si, on finit par en voir le bout. Un jour, le bébé, il sort de la néonate. Voilà, que c'est dur, qu'il faut quand même s'écouter, parce qu'on s'oublie beaucoup en néonate et on finit beaucoup par en payer les pots cassés. Voilà, j'ai gardé contact avec quelques mamans de la néonate et je sais que je suis pas la seule à avoir eu un peu ce contre-coup très difficile. Donc j'ai envie de leur dire, voilà, courage, c'est dur, mais en fait, il y a une fin. Il y a une fin à la néonate. Et il y a un après, et cet après, il est très beau. Voilà, il peut être magnifique et il y a beaucoup d'amour. Voilà, donc j'ai envie de dire finalement, il faut se concentrer sur le futur. C'est dur, il faut penser à soi, il faut pas s'oublier sur le coup. Moi, je me suis vraiment oubliée. Enfin, voilà, j'avais quand même accouché, j'avais quand même pas mal de choses et il faut quand même pas s'oublier. Il faut pas hésiter aussi à se faire suivre parce que je pense que c'est dur et que on n'est pas tous prêts et qu'on sait pas, qu'on a besoin. Que après, c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup aidé de parler avec des gens qui l'ont vécu. Voilà, moi, j'ai une amie qui est passée par la néonate et ça a été ma bulle d'oxygène, vraiment. Que la famille, c'est vrai que parfois c'est dur, ils nous sursollicitent, mais que ça fait du bien aussi. Voilà, d'ailleurs, si je pouvais faire passer un message aux proches des gens en néonate, c'est essayer d'être là, de ne pas être trop là, parce que en fait, c'est compliqué. Parfois, le fait que finalement une seule personne fasse le relais, c'est beaucoup. Mais soyez là quand même. Moi, j'ai mal vécu aussi ceux qui, peut-être, justement, pour pas me sursolliciter, ne m'écrivaient pas, mais ça aussi, je l'ai mal vécu, c'est paradoxal. Mais voilà, il faut essayer d'être là, une aide discrète, une aide efficace. Par exemple, je me souviens qu'en néonate, ça paraît idiot, mais la difficulté, c'était manger. Parce qu'on a la salle commune, etc., mais on n'est pas patient, en fait, c'est l'enfant qui est patient. Et donc, manger à la cafette la cafétéria de l'hôpital, c'est pas terrible, manger tous les jours, etc., on est en postpartum et tout ça. Et moi, par exemple, j'aurais aimé qu'on vienne m'apporter des petits plats, c'est bête, mais c'est hyper important. Des choses en fait qui réconfortent comme ça. J'aurais aimé aussi qu'on prenne un petit peu le relais, par exemple pour les colis, pour des choses comme ça. Bon, c'est pas toujours simple, mais voilà. Je pense qu'en fait, il faut essayer d'être là et puis en fait, d'être présent et de pas hésiter parce que vraiment, on n'ose pas. Enfin, moi, je sais que j'en veux pas aux gens. J'ai pas osé demander, mais en fait, j'aurais dû demander. Et ça aussi, il faut essayer de demander et puis il faut essayer que la famille essaie en fait à sa façon d'être présente en fait. Voilà, une présence différente d'un accouchement ordinaire, mais quand même une présence. Et puis après, quand même, j'ai envie de dire aussi, dans le positif, on fait des belles rencontres. Moi, j'ai fait des belles rencontres à l'hôpital avec les autres parents. J'ai fait des belles rencontres avec du personnel médical extraordinaire. Pendant ma grossesse, après ma grossesse, j'ai vraiment eu des gens d'une bienveillance, d'une gentillesse extraordinaire dont je me souviendrai toute ma vie. Sophie, Julie en néonate, le docteur Delmas, etc. Vraiment des gens qui se rendent peut-être pas compte que c'est du bien qu'ils font autour d'eux, mais vraiment, donc c'est dur, mais c'est vrai que de tout ça, il peut en sortir de la beauté, quoi. Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact@parents-inspirants.com. Nous avons hâte de vous lire.
À très vite!